Message vocal en larmes. Ma fille vient de s'effondrer. Elle ne respire plus. S'il vous plaît, venez avec moi à l'hôpital. Ma mère a répondu froidement. On est occupé. Tu ne peux pas t'en occuper? Ma sœur a ri. Elle en fait toujours tout un drame. J'ai essuyé mes larmes, attrapé mes clés et murmuré. D'accord, ne t'inquiète pas. La suite a fait la une des journaux. Je m'appelle Emily Carter, et si vous pensez savoir comment ça va finir, attendez de voir, car que se passe-t-il quand ceux à qui vous suppliez d'être là pour vous préfèrent leur confort à la vie de votre enfant? La nuit s'est estompée, noyée dans les sirènes et les gyrophares. Je tenais la petite main de ma fille à l'arrière de l'ambulance, murmurant son nom sans cesse, priant pour que chaque syllabe la rattache à ce monde. Personne de ma famille n'est venu. Personne ne s'est assis à côté de moi dans le fauteuil froid des urgences. Personne n'a soutenu mes épaules tremblantes pendant que les médecins s'occupaient de moi. Il n'y avait qu'elle et moi. Des heures plus tard, tandis que l'appareil analysait les données et que sa poitrine se soulevait à nouveau, je suis sorti prendre l'air. Mon téléphone a vibré, non pas pour me soutenir, mais pour m'annoncer une nouvelle photo sur les réseaux sociaux. Ma sœur et ma mère, un cocktail à la main, souriant sous une lumière parfaite. Légende, moment en famille, pas de drame ce soir. Elle n'était pas seulement absente. Elle se moquait de mes larmes. En temps réel. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas répondu. J'ai fait un choix. Cette nuit-là, pendant que ma fille se reposait sous observation, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les mains tremblantes, j'ai transféré le message vocal, les SMS, la capture d'écran de leur publication à une personne qui ne m'avait jamais ignorée, une journaliste locale qui avait autrefois couvert une association caritative que je soutenais. Je n'ai rien enjolivé. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement écrit. Voilà à quoi ressemble un moment en famille quand un enfant lutte pour respirer. J'ai cliqué sur Envoyer, j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assise sous la lueur du moniteur de l'hôpital, ma fille respirant enfin régulièrement. À l'aube, l'histoire était publiée. Et à midi, leur cocktail parfait était affiché sur tous les écrans de la ville, accompagné de mon message vocal, de la réponse glaciale de ma mère et du rire de ma sœur. Le titre disait « Une mère laissée seule face à la crise, sa famille se moquant de ses larmes ». Et pour une fois, le monde a vu ce que j'avais gardé en silence depuis tout ce temps. Au lever du soleil, mon téléphone vibrait sans cesse. Mais cette fois, ce n'était pas ma famille, ni des journalistes, ni des voisins, ni des inconnus, tous posant la même question. Est-ce vrai? L'article était devenu viral du jour au lendemain. La transcription du message vocal était imprimée en noir et blanc pour que le monde entier puisse la lire. Emily Carter, en larmes. Ma fille vient de s'effondrer. Elle ne respire plus. S'il vous plaît, venez avec moi à l'hôpital. Maman, on est occupé. Tu ne peux pas gérer ça? Ma sœur. Elle fait toujours des histoires. À côté de ces mots, il y avait leur propre visage souriant, vers levé, horodaté quelques minutes seulement après que j'ai imploré de l'aide. À midi, l'histoire était en tête des tendances nationales. Ma boîte de réception était inondée de messages de soutien. Tu n'es pas seul. Nous aurions été là pour toi. Ta fille mérite mieux. Pendant ce temps, le message vocal de ma mère a percé le brouhaha à 12h03. Émilie, comment oses-tu partager ça avec des inconnus? Les gens appellent. Te rends-tu compte de ce que tu as fait à notre réputation? Notre réputation? Pas la mienne, ma fille. Pas sa survie. Leur réputation. Quelques minutes plus tard, ma sœur m'a envoyé un texto paniqué. Supprime ça tout de suite. C'est humiliant. Tu exagères comme toujours. Tu exagères. J'ai fixé ma petite fille, toujours pâle, toujours branchée à des électrodes, luttant pour reprendre des forces, une respiration après l'autre. Il n'y avait aucune raison d'exagérer. Il n'y avait que la vérité, et la vérité avait enfin trouvé un micro. Cet après-midi-là, une équipe de télévision locale est arrivée à l'hôpital. Je me tenais dans la cour, les cheveux tirés en arrière, le visage marqué par l'épuisement. Les caméras tournaient tandis que je parlais à voix basse. J'ai demandé de l'aide. On m'a dit que j'étais dramatique. La vie de mon enfant était en danger, et au lieu de se déplacer, ils ont trinqué. L'extrait a été diffusé au journal télévisé du soir, alternant entre mon visage fatigué et leur publication sur les réseaux sociaux. Le contraste était accablant. À la fin de la journée,
Le restaurant où ils avaient posé avait supprimé la photo. Ma mère a fermé son compte. Ma sœur a verrouillé le sien, mais Internet n'oublie rien. Des captures d'écran circulaient partout. Je n'avais pas besoin de répondre à leurs appels. Chaque sonnerie restée sans réponse était relayée par le monde entier. Un monde qui avait enfin vu la famille derrière le masque. Et ce n'était que le début. Car si les gros titres s'estompent, les conséquences, elles, persistent. Au bout de 3 jours, mon histoire était partout. Les gros titres s'affichaient en lettres capitales sur les écrans. Une mère implore de l'aide pendant le malaise de son enfant. La famille préfère boire des cocktails. Des extraits de mon message vocal en larmes étaient diffusés dans les journaux télévisés du matin, accompagnés des réponses vides de sens de ma mère et de ma sœur. Où qu'elles aillent, les paroles de ma famille les poursuivaient. Mes collègues, ceux-là même qui s'étaient précipités pour me soutenir cette nuit-là, secouaient la tête, incrédules. « Comment ont-ils pu » murmura l'une d'elles. Une autre déposa des fleurs sur mon bureau pour ma fille. Des inconnus commencèrent à envoyer des lettres à l'hôpital, de petites cartes remplies de prières et de solidarité. Pendant ce temps, ma famille paniquait. À 9h17, maman me laissa un message vocal. « Émilie, les gens n'arrêtent pas de nous appeler. Tu dois leur dire que tu as exagéré. Ils ruinent notre réputation. » À midi, ma sœur m'a envoyé un texto. « Supprime tout ou je te jure que je ne te pardonnerai jamais. » Pardonne-moi. L'ironie me piquait comme du sel sur une plaie ouverte. Je n'ai pas répondu. Inutile, le monde avait déjà répondu. Ce soir-là, une équipe de télévision locale est revenue, me filmant alors que je tenais la petite main de ma fille. Elle se rétablissait, ses joues reprenaient des couleurs. Mes paroles étaient simples, calmes et posées. J'ai demandé de l'aide. Ils ont refusé de venir. Ce n'est pas du drame. C'est la vérité. Le reportage s'est terminé par un écran partagé. D'un côté, ma fille et moi dans la chambre d'hôpital, silencieuses mais unies. De l'autre, la photo de ma mère et de ma sœur, souriantes, lors d'un cocktail, avec la date et l'heure. Le contraste en disait plus que tout ce que j'aurais pu dire. Au bout de 4 jours, les conséquences se sont propagées. Leurs comptes sur les réseaux sociaux ont été bloqués. Leurs amis les ont supprimés de leurs contacts. Les voisins chuchotaient à leur passage. Le club de lecture de ma mère a annulé sa réunion. Les collègues de ma sœur évitaient son bureau, mais je suis restée silencieuse. J'ai laissé le monde décider de ce qu'était la vérité. Car parfois, la vengeance la plus cinglante n'est pas la confrontation. C'est laisser les gens se révéler et permettre aux autres de faire de même. Pour le voir. Et pendant qu'ils s'efforçaient de redorer leur image, je construisais déjà quelque chose de plus grand. Une plateforme pour les parents qui, comme moi, s'étaient retrouvés seuls à l'hôpital. Et cette fois, ma fille ne se contenterait pas de survivre. Elle grandirait en voyant sa mère se relever. La fondation a vu le jour grâce à une simple publication. J'ai partagé une photo de la petite main de ma fille enlacée à la mienne, scotchée à son bras. Une légende simple, aucun parent ne devrait affronter ce moment seul. Si votre famille ne vous soutient pas, des inconnus le feront. Lancement du fonds Stand BuzzFeed pour soutenir les soignants abandonnés en situation de crise. En quelques heures, les dons ont afflué. Ma boîte mail était inondée de messages de parents de tout le pays. C'est arrivé à moi aussi. Je pensais être la seule. Merci d'avoir pris la parole. L'ironie était cruelle. Ceux qui m'avaient abandonné au plus fort de ma détresse m'avaient offert la tribune la plus puissante que j'ai jamais utilisée. Pendant ce temps, le silence de ma famille se brisait, laissant place à la panique. Le premier appel de ma mère fut « Émilie, ça suffit. Tu as fait passer ton message. » Il fallait retirer ça avant que ça nous détruise complètement. Non. Jamais moi. Jamais ma fille. Seulement elle, puis ma sœur. Vous imaginez à quel point c'est humiliant? Au travail, on m'évite. Il fallait régler ça. Mais il n'y avait rien à réparer. Les dégâts n'étaient pas les miens. Ils étaient les leurs. À l'hôpital, les infirmières ont applaudi quand les infos locales ont diffusé un autre reportage sur la cagnotte. Elles ont installé un téléviseur pour que je puisse voir un journaliste devant l'hôpital, soutenant mon poste et qualifiant le mouvement de né de l'abandon. Dans un coin de l'écran,
Une petite fenêtre diffusait des images de ma famille quittant leur restaurant préféré, le visage caché, tandis que les journalistes leur criaient des questions auxquelles ils refusaient de répondre. Pour une fois, ils n'avaient pas le contrôle de la situation. Je ne leur ai pas répondu par SMS. Je n'ai pas répondu à leurs appels. Je ne leur devais plus d'explications, car la vérité avait déjà éclaté. Cette nuit-là, tandis que ma fille dormait paisiblement pour la première fois depuis des jours, j'étais assise à son chevet, des larmes coulant silencieusement sur mes joues, non pas des larmes de chagrin, mais de soulagement. Car la famille qui avait tenté d'effacer ma douleur avait été anéantie par sa propre cruauté, tandis que je restais plus forte qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Et au fond de moi, je savais que l'histoire n'était pas encore terminée. Le monde avait vu le gros titre. Mais la véritable fin attendait encore et elle se déroulerait sur la scène qu'il chérissait le plus. Le gala communautaire. Le gala était tout ce que ma famille vénérait. Des lustres scintillants, des photographes crépitants à l'entrée, des tables garnies de couverts en argent et de coupes de champagne. C'était leur scène, leur chance de rappeler à la communauté qui ils étaient. Sauf que ce soir-là, le scénario avait changé. Les organisateurs m'avaient invité des semaines plus tôt, ignorant la tempête qui allait éclater. Mon histoire avait fait le tour du pays. La photo de ma fille, petite, fragile, en convalescence, était devenue un symbole pour les parents du monde entier. Et maintenant, mon nom était imprimé en gras sur le programme. Conférencière principale, Emily Carter. Quand j'ai franchi les portes doubles, la foule s'est écartée. Des chuchotements ont fusé, des mains se sont posées sur mon épaule, des sourires empreints d'admiration se dessinaient sur mes visages. Ma mère s'est figée près du bar, son collier de perles tremblant contre sa gorge. Ma sœur a tenté d'esquisser un sourire, mais son regard fuyait, comme celui d'une proie acculée. L'animateur a tapoté le micro. Ce soir, nous rendons hommage à une mère dont le courage nous a rappelé le véritable sens de la famille. Accueillons chaleureusement Emily Carter. Des applaudissements nourris ont retenti. Je suis montée sur scène, vêtue d'une simple robe noire. Ni bijoux, ni artifice, juste la vérité. Quand ma fille s'est effondrée, j'ai commencé. J'ai demandé de l'aide. Pas à des inconnus, à ma famille. La réponse fut le silence. Pire que le silence. Des murmures d'effroi ont parcouru l'assistance. J'ai marqué une pause, laissant le poids des mots retomber. Mais voici ce que j'ai appris. Parfois, la famille n'est pas celle qui partage votre sang. Parfois, c'est l'infirmière qui veille à votre chevet. Parfois, c'est l'inconnu qui donne 5 $ pour vous aider à respirer un peu plus facilement. Parfois, c'est une ville qui refuse de laisser votre histoire tomber dans l'oubli. Des applaudissements tonitruants ont retenti, la foule s'est levée d'un bond. Les lustres ont tremblé sous l'effet de ces applaudissements. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère baisser la tête. Ma sœur cherchait frénétiquement son téléphone, comme si elle voulait disparaître. J'ai conclu par une phrase. Aucun parent ne devrait mendier de la compagnie pendant que son enfant se bat pour sa vie. Et grâce à vous tous, plus jamais personne n'aura à le faire. Les applaudissements ont redoublé, couvrant tous les silences que j'avais pu endurer. Et pour une fois, ma famille n'était pas au centre de l'attention. Ils n'étaient que des ombres. Marge, observant la lumière, se tournait définitivement vers moi. Le lendemain matin, les photos étaient partout. À la une du journal local, une photo de moi au pupitre, la main sur le cœur, avec ce titre, « D'abandonné à applaudi ». L'histoire d'Emily Carter inspire des milliers de personnes. Dans un coin de la même page, une photo plus petite montrait ma mère et ma sœur quittant le gala, le visage caché dans leurs mains, assaillies de questions par des journalistes auxquels elles refusaient de répondre. Le contraste était plus éloquent que n'importe quel discours. Chez moi, mon téléphone vibrait sans cesse. Des inconnus, des infirmières, des parents célibataires, même des politiciens. Vous changez des vies. Continuez à parler. On vous écoute. Mais les voix de ma famille résonnaient aussi. Désespérées et brisées. Le texto de maman. « Émilie, tu nous as humiliés. Tu te rends compte que plus personne ne nous regarde ?» Le message vocal de ma sœur. « Je ne peux pas aller travailler. » Tout le monde chuchote. « Tu es contente ? Tu nous as ruinés. » Les avoir ruinés ? Non. J'avais simplement cessé de les protéger. Leurs propres mots avaient fait le reste. Assise à mon bureau, stylo à la main, je fixais les documents de la fondation.
Les dons avaient doublé du jour au lendemain. Ce fonds participatif avait désormais assez pour financer des défenseurs des droits des patients dans 3 hôpitaux. La photo de ma fille encadrée à côté des papiers me rappelait pourquoi j'avais commencé. Elle était vivante et j'étais enfin debout. Ce soir-là, le journal de 18 heures a diffusé un extrait d'interview. Le journaliste m'a demandé « Regrettez-vous d'avoir partagé les réponses de votre famille ?» J'ai regardé droit dans la caméra. Non, car le silence perpétue les schémas répétitifs et je refuse de laisser ce schéma se poursuivre. À l'autre bout de la ville, ma famille regardait la même retransmission. Mes voisins m'ont envoyé des messages plus tard. Ta mère a quitté le magasin en larmes. Ta sœur a de nouveau quitté son travail en trombe. Je ne me suis pas réjoui de leur humiliation. Je n'en avais pas besoin. La véritable victoire était plus simple. Ma voix portait enfin plus fort que leur rejet. Et pourtant, une dernière étape restait à franchir, car l'hôpital où j'avais supplié qu'on m'accompagne me voulait de retour. Non pas comme patiente cette fois, mais comme invitée d'honneur, et ma famille n'aurait d'autre choix que d'être là pour me voir, debout là où ils avaient refusé de s'asseoir. L'auditorium de l'hôpital était plein à craquer. Infirmières, médecins, patients, familles. Les mêmes couloirs où j'avais jadis marché, tremblante derrière un brancard, résonnaient maintenant d'applaudissements à mon entrée. Une banderole était déployée sur scène. Tenez-vous aux côtés de Fun Launch. Personne ne se bat seul. Ma fille était assise au premier rang, les joues rouges, un ruban rose dans les cheveux. Sa petite main me fit signe, et pendant un instant, toutes les blessures de mon cœur se guérirent. Quand je pris la parole, je n'ai pas lu de notes. J'ai parlé depuis ce lieu qui était resté trop longtemps silencieux. La nuit où ma fille s'est effondrée, j'ai imploré de l'aide. Je pensais que ma famille serait mon premier espoir. Au lieu de cela, j'ai appris que parfois, ceux qui partagent nos liens du sang peuvent nous laisser sombrer. Mais des inconnus sont devenus ma famille cette nuit-là. Et c'est grâce à cela que je suis là aujourd'hui. Les applaudissements montèrent, grondant comme le tonnerre. Du coin de la salle, je les aperçus, ma mère et ma sœur. Elles étaient venues, mais pas pour me soutenir. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux fuyants, espérant peut-être redorer leur image. Mais aucun projecteur ne les suivit. Au contraire, les caméras se tournèrent vers moi lorsque j'annonçai la première initiative majeure. Un référent patient affecté aux urgences, prêt à accompagner quiconque avait subi le même abandon que moi. Les journalistes griffonnaient, les flashs crépitaient. Ma fille rayonnait, applaudissant plus fort que les autres. Je n'ai pas cité les noms des membres de ma famille. Je n'en avais pas besoin. Leur réponse à mon appel avait déjà été diffusée dans le monde entier. Ce soir, le contraste était flagrant. La femme qu'ils avaient qualifiée de théâtrale était désormais à la tête d'un mouvement. À la fin de l'événement, les gens faisaient la queue pour me prendre dans leurs bras, me remercier, partager leurs propres histoires. Dans la foule, ma mère hésitait, comme si elle se demandait si elle devait m'aborder. Elle ouvrit la bouche, mais l'infirmière à côté de moi l'appela. « Émilie, une autre photo », et je me retournai sans hésiter. Elle resta figée, les lèvres serrées, ma sœur la tirant par le bras. Elles repartirent comme elles étaient arrivées, inaperçues, invisibles, englouties par l'ombre de leur propre choix. Et je sortis sous les projecteurs, la main dans celle de mes filles, sachant que le dénouement n'était plus qu'à un pas. Le silence qui m'avait brisé allait bientôt être scellé à jamais. Le dénouement n'avait rien de théâtral. Il était délibéré. Une semaine après l'événement à l'hôpital, le conseil d'administration du Stand Buzzed Fund se réunit dans une salle de conférence lumineuse. Les papiers bruissaient, les signatures fusaient, et à la fin de l'après-midi, la fondation était officielle, son compte sécurisé, sa mission pérenne. Je quittais cette pièce non pas comme une mère désespérée implorant de l'aide, mais comme une fondatrice, une leader, une voix. Ce soir-là, mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de ma mère. « Émilie, s'il te plaît, parlons-en. Ça suffit. On est une famille. On peut arranger ça. » Je fixai l'écran, me souvenant de la nuit où j'avais laissé un message vocal, sanglotant, suppliant pour des cadeaux, tandis que la poitrine de ma fille refusait de se soulever. Leur réponse avait été froide, moqueuse, méprisante. Il n'y avait rien à arranger. Pendant des années, je les avais supportés. Pendant des années, j'avais protégé leur image, absorbé leur cruauté en silence. Mais le silence n'était plus mon langage. Alors, je ne répondis pas.
Je ne m'emportais pas. J'archivais simplement la conversation de groupe, scellant leurs paroles. On est occupé. Elle fait toujours des histoires comme des gravures dans la pierre. Puis je me retournai vers ma fille qui coloriait à la table de la cuisine. Le rire revint sur ses lèvres. Car c'était là la vraie fin. Ni les gros titres, ni les applaudissements, ni même le silence d'une famille qui avait choisi l'absence. La fin, c'était ma présence. Et la mienne. Tandis qu'ils luttaient contre les répercussions de leur choix, j'avançais vers une vie désormais libre de toute approbation. L'histoire qui avait commencé par un effondrement s'acheva par une force retrouvée. Non pas pour eux, mais pour elle. Et pour tous les parents qui n'auraient plus jamais à s'asseoir seuls dans un hôpital.